Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes, dernière livraison de ce vendredi 4 octobre 2019. Allons tout de suite en kiosque découvrir ce que la presse nous dit ce matin. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui lance à une grand dialogue national, la désillusion. La grande messe de Yaoundé va s'achever ce vendredi par une cérémonie solennelle de clôture, mais elle laisse sur leur fin des millions de Camerounais qui avaient espéré que cette rencontre poserait les bases d'une solution véritable, juste et durable de la crise anglophone et post-électorale. La paix recherchée reste toujours problématique, écrit le journal. Le journal parle encore de détenus de la crise anglophone, ombre sur les personnes libérées. Le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, parle simplement de 333 personnes. Comme les deux précédentes fois, les identités des prévenus ne sont pas connues. Forme de l'État, la guerre, fédéralisme, décentralisation. Malgré le recadrage des organisateurs du dialogue, la forme de l'État est restée la pomme de discorde. Et puis le journal qui parle aussi des enseignants. Une journée pour l'enseignant débrouillard. Audrey Abdoulaziz, directrice générale de l'UNESCO, appelle les gouvernements à faire de l'enseignement une profession de premier choix pour les jeunes. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager qui lance à une grand dialogue national. Les délégués du gouvernement bientôt au chômage. Outre la mise en place effective des régions, la commission sur la décentralisation et le développement local propose la suppression du titre de supermaire. Et puis, le journal parle aussi de la crise anglophone, pose plutôt la question que cache la libération de 333 détenus. Paul Biya annonce l'arrêt des poursuites contre des personnes arrêtées pour des motifs de violence, écrit le journal. Puis le journal L'Œil du Sahel qui met en sa une barrage de Bini à Warak, le seul projet structurant du Grand Nord en péril. Le projet est à l'arrêt depuis quelque temps. Puis le journal parle aussi de Bladingana, un homme décapité par Boko Haram qui fait par moment des résurgences dans cette partie du pays et continue de perpétrer des violences. Le grand dialogue national aussi, c'est au cœur des élites du Ndjerem. Les frustrations de ces élites, titre le journal L'Œil du Sahel, et le journal du Sahel qui parle aussi du grand dialogue national. Paul Biya joue la carte de l'apaisement dans la crise anglophone en libérant 333 détenus, écrit le journal. Pour le quotidien, justement, à propos pour le quotidien Mutation qui parle plutôt de passe de Troie, parlant ainsi de cette troisième décision du président de la République à élargir ainsi 333 détenus de la crise anglophone. Et puis le journal Le Jour, le quotidien Le Jour qui parle, le quotidien Le Jour ici parle, évoque la crise anglophone. Ce que veulent les anglophones, titre le journal, c'est un dossier développé en page 3, en page 4. Et Paul Biya libère 333 prisonniers, titre le quotidien Le Jour. Info Matin apaisement, Paul Biya libère. La bonne nouvelle rendue publique hier en fin de journée à la veille du grand dialogue national. La fin du grand dialogue national est contenue dans un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Et puis le quotidien Mutation qui parle de passe de Troie. Le chef de l'État décide de l'arrêt des poursuites contre 333 personnes accusées d'avoir commis des délits dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est la troisième fois en 3 ans de croire que Paul Biya pose cet acte de décrispation. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir des journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Georges Semin, bonjour téléspectateurs de Kilox Télévision. L'événement qui m'a marqué, évidemment, la grande actualité, c'est le grand dialogue national, mais c'est à l'intérieur de ce grand dialogue national avec hier le passage des militaires devant les délégués et qui ont étalé une petite facette des multiples cruautés des groupes armés qui sévissent dans le sud-ouest et le nord-ouest. Les militaires ont publié en direct à la télévision des images insoutenables, des images inacceptables même. Moi, je pense que histoire de montrer à tous ceux qui pouvaient encore estimer que le combat de ces jeunes gens ayant opté de prendre des armes eût pu être noble, histoire de démontrer que voici la face cachée de cette guerre injuste. Et de l'autre côté aussi, ça doit aussi être un message
à l'endroit de ces sécessionnistes qui sont encore en brousse, qui n'ont pas encore pris la décision de sortir, de leur démontrer que faites attention, on voit ce que vous faites et la suite pourrait être pénible pour vous. Donc, ce fait m'a marqué parce que je ne m'attendais pas à ce que les militaires puissent intervenir de manière aussi spectaculaire dans ce dialogue qui était là effectivement, qui a été organisé pour trouver une solution. Peut-être c'est la raison pour laquelle le chef de l'État avait indiqué que même l'armée sera au grand dialogue national. Bien forcément, vous savez très bien que c'est l'armée qui est au front, c'est l'armée qui, sans l'armée, moi je pense que toute cette zone serait complètement désertée depuis très très longtemps et serait devenue une zone de non-droit. Donc l'armée a fait l'essentiel en 3 ans, l'armée a été là pour jouer son rôle de garant républicain et il fallait bien que l'armée ait aussi quelque chose à dire et l'armée l'a fait de façon succincte et de façon assez frappante. Georges Sémé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, l'actualité qui vous a aussi marqué. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs et bien évidemment je salue très chaleureusement le doyen. Alors c'est encore le dialogue qui m'a marqué, mais pas surtout son côté organisationnel, mais plutôt ces images fortes que l'on a observées lorsqu'on a aperçu la reddition de quelques ex-combattants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'était un grand moment opérationnel parce que c'est d'abord des défections qu'on a enregistrées. Donc ça veut dire qu'ils ne seront plus sur le théâtre militaire des opérations. Mais ça a été également un grand moment d'émotion parce que lorsqu'ils ont pris la parole, on a vu des propos forts, mais également des larmes. Émouvant. Voilà, très, très émouvant. Et je crois que c'était un moment fort que je considère comme un moment marquant de ce grand dialogue à côté, du côté commission, du côté crêpe-chignon dans les débats. Je pense que la reddition de ces ex-combattants est quelque chose de marquant et ça pourrait, pourquoi pas, interpeller d'autres qui voudraient rejoindre le train de la République à déposer les armes et de répondre ainsi aux vœux du chef de l'État de rassembler tout le monde autour de cet idéal d'unité que nous proclamons. Georges Sémé, vous gardez la parole. Hier, le président de la République a pris une décision libérant 333 détenus. Je ne vais pas inventer la question, je vais vous la poser comme le quotidien, le Messager l'a posé. Que cache la libération de 333 détenus? Bien, elle ne cache rien du tout. Et ce n'est pas la première fois que même le président l'apaisement de la République, et la décrispation. Si vous parlez d'apaisement et de crispation, ce n'est pas un acte cachotier. Ce n'est pas un acte cachotier, c'est un acte administratif qui n'a absolument rien à voir avec le marchandage d'illusions. Parce qu'en 2018, le président de la République, sans aucune pression, avait déjà élargi certains prisonniers de la crise anglophone. Je crois que c'était en décembre 2018 où il y avait 289 prisonniers de cette crise dont les poursuites ont été arrêtées. Et à ce moment-là, je crois que le président de la République n'avait pas le couteau ou alors une arme sur la table, mais il a quand même fait en fin d'année. C'était un acte de décrispation. Actuellement, où le dialogue se déroule, c'est également un acte de décrispation, de détente en droite ligne avec ce qu'il avait promis dans son discours du 10 septembre dernier. Il avait dit qu'il peut utiliser ces leviers constitutionnels qui lui permettent soit de gracier, soit d'amnistier ou alors d'arrêter les poursuites à l'encontre de certaines personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette crise. Donc, on reste dans ce filon-là. Ceux qui pensent que ça cache quelque chose, je ne crois pas du tout, je ne partage pas cet avis. Il s'agit d'une décrispation, mais il ne s'agit pas d'une mesure politicienne. Toutes les actions aujourd'hui sont mises en œuvre, qu'elles soient parlementaires, qu'elles soient administratives, qu'elles soient de tout ordre, sont mises en œuvre pour qu'on arrive à une situation de détente dans les régions anglophones. Et on ne peut pas voir en une décision prise un agenda caché ou alors que cacherait une telle décision. Ça participe de la détente et je pense que avec les résolutions qui vont sortir de ce grand dialogue, elles viendront se greffer à cette mesure de magnanimité du président de la République afin que la paix commence à revenir dans les régions anglophones. Camille Nélé, sur ce coup, sur cette décision du président de la République, il y a quand même les leaders séparatistes, Sissoko Ayou Tabé et compagnie, qui avaient déjà été condamnés à vie et frappés d'une amende de 250 milliards de francs CFA. J'ai envie de poser la question convocative. Là, on fait comment? Est-ce que cette mesure du président de la République concerne aussi les leaders séparatistes? Elle ne concerne pas les leaders séparatistes qui ont été jugés et condamnés. Et moi, je pense que même s'il lui fallut prendre une mesure en leur faveur, c'est plutôt d'une grâce présidentielle qui serait question aujourd'hui, puisqu'ils ont été définitivement condamnés. La note
du secrétaire général de la présidence de la République spécifie bien que ce sont des personnes, c'est un arrêt de poursuite au bénéfice de certaines des détenus qui sont encore prévenus. Qui sont prévenus. Et d'ailleurs, on a vu déjà une annonce pour les tribunaux militaires de Douala et de Yaoundé, et même de Bafoussam, demandant spécifiant qu'il y aura une séance spéciale pour matérialiser rapidement ces décisions du chef de l'État. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens se trompent. La décision du président de la République ne concerne que les personnes arrêtées pour violence et qui sont encore en train d'être traduites devant les tribunaux et pas uniquement Tabé et d'autres. Bon, mais il faut aussi dire qu'au moment où le président de la République a procédé du moins à l'élargissement des premiers prisonniers de la crise anglophone en décembre 2018, il y a beaucoup de gens qui estimaient que d'autres étaient encore restés, notamment les BBC. On se demandait bien pourquoi ils n'avaient pas été élargis. Mais aujourd'hui, on voit que tout ça doit être le reste qui va être élargi aujourd'hui. Et beaucoup se disent que le président de la République agit peut-être un peu tard. Il aurait pu le faire au moment où il a élargi le premier contingent en 2018. Mais il faut comprendre les subtilités de la justice et les subtilités du traitement des dossiers judiciaires. Mais en prenant cette décision aujourd'hui, en plein milieu du grand dialogue national, il a certainement frappé un grand coup. Et c'est un coup de décrispation aussi, moi je pense. Et il faudrait donc pas que certaines personnes aillent complètement à côté et pensent que cette mesure concernerait M. Ayoub Tabé ou même le professeur Maurice Kamto, parce que j'ai lu à l'expression que la libération de Maurice Kamto n'a pas été évoquée, non. L'affaire Kamto continue toujours devant le tribunal militaire, mais il s'agit des personnes qui ont été arrêtés, incarcérés et qui sont en train d'être jugés pour des cas de violence dans le cadre de la crise anglophone. Georges Sémé, justement à propos de cette décision du chef de l'État de libérer, d'arrêter les poursuites contre les personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Ça n'a pas été le cas pour Ayoub Tabé, qui, il faut le dire, a été condamné et ses conseils ont interjeté appel. Est-ce que le fait de le maintenir aussi en détention ne va pas véritablement apaiser tous ces bandes armées qui, j'ai envie de dire, qui lui obéissaient quelque peu au doigt et à l'œil? On se rappelle qu'après sa condamnation, il avait demandé que les bandes armées durcissent le ton. On a décrété 2 semaines de Gostan. Le code de justice militaire de notre pays permet au président de la République d'arrêter les poursuites pour tout prévenu dans un dossier qui a trait à la justice militaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a pris la décision d'arrêter des poursuites de certains... les 333. Oui, des 289 d'abord en décembre 2018 et cette fois-ci de 333. Vous posez la question de savoir si Ayoub Tabé et Mantou Bibixi et les autres sont concernés. Ceux qui ont déjà fait l'objet d'une décision, d'une condamnation, sont concernés par cette mesure. Oui, parce que le communiqué du secrétaire général du président de la République parle bien des affaires pendantes devant les tribunaux militaires. Et lorsque une affaire n'a pas encore atteint l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire un arrêt qui émane de la Cour suprême, elle est toujours pendante devant les tribunaux militaires. Donc, si Ayoub Tabé et Mantou Bibixi et les autres qui ont déjà bénéficié et copé des condamnations dans le cadre des chefs d'accusation qui sont retenus contre eux sont bel et bien concernés par cette mesure. Mais seulement, là où il n'y a pas toute garantie qui seront prises en compte, c'est la latitude qu'on a donnée, que le président de la République a donnée au ministre de la Défense de trier parmi les personnes qui vont bénéficier de cette mesure, d'arrêter une liste, je veux dire. Les 333. Voilà, c'est le ministre de la Défense qui devrait désormais arrêter une liste des personnes qui vont bénéficier de la mesure. Et j'ai lu certains confrères ce matin qui pensent qu'il s'agit d'un saupoudrage ou alors il y a un flou qui persiste sur le bien fondé de la mesure en elle-même, mais sur la latitude qu'on a donnée, les pouvoirs qu'on a donnés au ministre de la Défense pour arrêter une liste. Donc, en clair, Ayoub Tabé, bien qu'il ait écopé d'une lourde peine, mais elle était en premier ressort, il a interjeté appel, ça veut dire que l'affaire est encore pendant les tribunaux, donc il peut donc bénéficier de cette décision, autant que Mantou Bibixi qui a bénéficié en premier ressort d'une condamnation de 15 ans et
a interjeté appel également. Son affaire est aussi pendante devant les tribunaux, donc ils peuvent, dans le sens même, dans l'esprit même de cette mesure, bénéficier d'un arrêt de poursuite. Camille, il revient au ministre de la Défense de choisir quels sont ceux qui vont être libérés. Est-ce qu'il est probable pour Sissoko Ayoutabé et compagnie de profiter de la main gentille du ministre de la Défense? Oui, moi j'étais en train de dire que le raisonnement de Georges Sémé est sans faille, effectivement. Même les personnes déjà condamnées peuvent faire l'objet, effectivement, de cette mesure de clémence du chef de l'État, puisque après la condamnation, il y a toujours les voies de recours qui sont ouvertes. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ce que je voulais dire qu'il ne faudrait pas faire une comparaison entre le cas de Manchu Bibixi, par exemple, et celui d'Ayoutabé. Le cas d'Ayoutabé est beaucoup plus grave et entre pas seulement dans le cadre de la crise anglophone, mais dans le cadre de la sécession, qui est d'un tout autre gabarit et dans lequel on trouve l'hostilité à la patrie, machin, tout ce que vous voulez, avec le terrorisme et les tueries et tout ça. Donc, je pense que le cas d'Ayoutabé, si jamais il pourrait arriver que le chef de l'État prenne une mesure d'amnistie un jour, ce sera peut-être après des négociations, ce sera peut-être avec une demande même d'amnistie, mais le chef de l'État ne peut pas le libérer comme ça, comme si effectivement il subissait une pression, comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Est-ce que ça va apaiser les autres bandes armées qui lui obéissent? C'est ça ma préoccupation. Non, Jean-Paul Chounet, quand vous dites que les autres bandes armées qui obéissent, vous vous souvenez qu'à un moment donné, il y a un certain Koumita qui a dit que Sissoko Ayoutabé n'a plus aucune autorité sur les groupes armés, et quand on note la multiplicité, la multiplication des groupes armés qui, effectivement, ne fonctionnent plus sous un commandement central unique, on peut se dire que on peut même se poser la question aujourd'hui sur ce que vaut, effectivement, Ayoutabé au niveau d'une sécession qu'il a déclenchée, mais maintenant qui a eu le temps de métastaser. Et donc beaucoup, de plus en plus, essayent de se solidariser. Et la preuve est que... En déposant les armes. La preuve est que ces jeunes qui sont passés, ces jeunes, les deux vagues qui sont passés devant le grand dialogue national, aucun d'eux n'a évoqué le nom de Sissoko Ayoutabé, aucun d'eux n'a dit qu'il obéissait, mais ils ont raconté ce qui les a emmenés et comment ils se sont retrouvés là-dedans. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une armée sous un commandement unique. Les groupes sécessionnels sont en réalité aujourd'hui une sorte de groupe céphale qui n'obéissent pas à un seul commandement, mais qui chacun dans son petit coin peut prendre des décisions, former ces petits commandos. C'est pour ça que vous voyez autant de généraux et autant de généraux qui... On nous fait savoir d'ailleurs qu'il y a 18 commandements des chefs de guerre. Donc c'est pour ça aujourd'hui que le cas Sissoko Ayoutabé, c'est un cas absolument particulier qui demanderait effectivement une réflexion particulière. Georges Sémé, on quitte sur ce dossier pour évoquer le grand dialogue national qui se clôture aujourd'hui avec la publication, tout au moins la plénière sur les résolutions. Le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de désillusion. Comment vous appréciez ce titre de La Nouvelle Expression? À votre avis, tout ce qui a été fait à Yaoundé pendant 4 jours, rien n'a été fait du tout pour qu'on parle de désillusion? Bien, à moins que La Nouvelle Expression ait déjà le contenu des résolutions qui vont être prises, je ne pense pas qu'on peut déjà parler de désillusion. Mais lorsque je lis le chapeau de nos confrères, la désillusion se trait à ce qu'on aurait dû, selon eux, associer et la crise anglophone et la crise post-électorale. Ce que les gens appellent crise post-électorale, parce que moi, c'est une terminologie que je ne partage pas beaucoup. Donc, c'est peut-être à ce titre-là que nos confrères pensent qu'il s'agit de la désillusion. Mais il faut quand même retenir qu'on aurait bien fait pour nous, les professionnels des médias, on aurait bien fait d'attendre tous les éléments qui seraient mis à notre possession pour qualifier de désillusion ou de réussite le grand dialogue. Mais peut-être, La Nouvelle Expression, qui a des journalistes assez chevronnés, sont déjà dans les secrets de Dieu et ont eu avant tout le monde la résolution qui leur permet de constater in fine qu'il s'agit effectivement d'une désillusion. Mais pour moi, je pense que beaucoup de choses ont été menées et j'ai pu lire quelques résolutions des commissions qui font effectivement état de ce que beaucoup de choses ont été prises en compte et bien des choses ont avancé. Et ce qui nous intéresserait, ce qui peut nous intéresser, c'est ce qu'on fera de ces résolutions. C'est ça la question fondamentale. Mais à ce niveau de l'information, on ne peut pas encore parler des illusions malgré que nos confrères aient fait un sacré boulot. Camille, la question. Non, moi je crois que le mérite du président Paul Biya, c'est d'avoir organisé ce dialogue. C'est vraiment quelque chose sans précédent parce que quand les gens demandaient le dialogue, les gens
penser dans leur tête qu'il faut que les Camerounais s'assoient pour réfléchir, trouver la solution aux problèmes. Les problèmes, il y en a beaucoup, mais le plus grand de ces problèmes, effectivement, reste la crise du Nozo. Donc, que le président de la République ait pu organiser ce dialogue, que maintenant qu'il y ait eu autant de Camerounais de tous les quatre coins du pays et même de l'extérieur qui est souscrit à ce dialogue et qui soit arrivé pour poser les problèmes, pour venir discuter, pour venir apporter leur contribution. Moi, je pense que c'est aussi une grande réussite. Et puis, évidemment, il y en a beaucoup qui auraient souhaité que ce grand dialogue se transforme en conférence nationale souveraine ou bien en une sorte d'assemblée constituante où tout allait être passé au crible et où on allait tout changer tout de suite. Non, moi je pense que l'organisateur de ce grand dialogue avait déjà cadré les thèmes du dialogue et ces thèmes étaient connus de tous, dont les gens qui sont venus apporter d'autres problèmes, mais des problèmes qui existent quand même, parce qu'il faut dire qu'en dehors des problèmes de la forme de l'État, en dehors des problèmes de décentralisation, en dehors des problèmes de retour à la paix, il y a d'autres problèmes qui sont quand même assez patents, notamment par exemple les problèmes électoraux, notamment le code électoral. Oui, pour rejoindre un peu tout le système électoral. Oui, et la déclaration des biens et tout le reste. Donc, je pense qu'il y a plein de la limitation des mandats, par exemple. Les gens auraient bien voulu qu'on en parle. Et que le sultan, il a parlé de ça. Le sultan en a parlé. Le sultan en a parlé. Quand il en a parlé, on a estimé que c'est un pavé qui a été jeté dans la mare. Mais c'est tout le monde, en réalité, qui applaudit et qui se disait qu'il fallait bien qu'on en parle. On n'en a pas parlé, mais certainement que toutes les suggestions, toutes les propositions déposées sur la table du Premier ministre, moi je pense que constituent une sorte de terreau dans lequel il devra puiser pour essayer de voir comment accélérer un changement dans la suite des résolutions de ce grand dialogue. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire que vraiment ça n'aura servi à rien, parce qu'il n'y aura pas seulement que la crise, du moins la fin de la guerre ou bien l'apaisement dans ces deux régions qui va apaiser les Camerounais. Moi je pense qu'il y a d'autres problèmes de gouvernance et tout le reste qui demandent vraiment à ce que très rapidement les choses puissent être changées. Georges Sembé, il y a quand même une articulation à ce grand dialogue national, notamment hier, où l'armée a projeté des images insoutenables pour montrer, vous savez que généralement on a accusé l'armée de faire des exactions, mais l'armée a montré des images insoutenables, comment ces sécessionnistes décapitent des êtres humains, décapitent certains hommes en tenue, des images aussi fortes, malgré le pardon, la demande de pardon effectuée par quelques sécessionnistes ou alors quelques bandes armées qui sont sorties de Bruce. Est-ce que ces crimes peuvent rester comme ça impunis? Bien, autant j'ai été marqué par la reddition des ex-combattants, autant j'ai également été marqué par ces images qui ont été publiées par l'armée camerounaise où on voyait des images atroces de décapitation et des maltraitances atroces. Ça devrait nous interpeller. Mais je pense que le Cameroun est un État de droit et le président de la République est doté de certaines prérogatives qui lui permettraient d'apprécier l'opportunité d'une décision, soit d'amnistie, de grâce ou, comme c'est le cas actuellement, d'arrêt de poursuite. Et je crois que le mot apprécier vaut tout son pesant d'or. Parce que au regard des images violentes que nous avons vues, et beaucoup s'interrogeraient de l'opportunité ou bien le bien fondé, soit d'amnistier, de gracier ou alors d'arrêter des poursuites pour ceux qui sont les auteurs de ce type d'image. Donc, c'est une fonction régalienne du président de la République et il appartient à lui et à lui tout seul d'en décider ou pas. Mais je pense que ce soit le président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été voté par le peuple, que ce soit la justice qui est rendue au nom du peuple, je pense que le peuple a également son mot à dire sur ces images atroces que nous observons. Il peut avoir une mesure de grâce ou d'amnistie, mais je pense que ça va créer des émules. Beaucoup de gens ne seront pas contents de constater que les victimes, voilà, les organisations de la société civile, par exemple, qui parfois critiquent le régime, mais eux également peuvent ne pas être contents de voir que face à de telles violations des droits de l'homme, le président de la République a utilisé ses pouvoirs régaliens pour amnistier ou gracier certaines personnes qui sont accusées de certaines violences. Ce qui vaut pour les sécessionnistes vaut également pour les militaires. Nous avons encore dans nos mémoires l'image de cette dame qui avait été tuée par des éléments de l'armée camerounaise, qui avait été confirmée même par le gouvernement avec son bébé. Donc, ça vaut autant pour les sécessionnistes que pour l'armée camerounaise. Et
s'il faut des mesures administratives à prendre ou alors des mesures judiciaires, il faut qu'on tienne compte du préjudice que ça a posé au sein de la société avant de décider quoi que ce soit. Camille? Mais je pense que les choses ne font que... Il faudrait d'abord attendre la fin des résolutions du dialogue. Il faudrait attendre la mise en application de ces arrêts de poursuite. Maintenant, pour voir, il faudra aussi voir sur le terrain, parce que pendant que le grand dialogue se tient, vous avez appris qu'une gardienne de prison a été décapitée. C'était au deuxième jour du dialogue. Au deuxième jour du dialogue, nous apprenons qu'il y a même des gens du côté du sud-ouest qui ont subi des assauts, une base de gendarmerie. Donc ça veut dire que, et cela justifie ce que j'ai juste en train de dire, que ces bandes-là ne sont pas interconnectées. C'est chacune qui obéit et qui fonctionne selon son propre... C'est des groupes autonomes. Ce sont des groupes autonomes. Donc aujourd'hui, même si effectivement une grande tendance et même une grande option pour la paix est unanimement partagée, aussi bien du côté des populations que des forces de défense qui sont vraiment fatiguées, parce que je vous jure que vivre pendant 3 ans dans cette ambiance où vous êtes en insécurité permanente, où on peut vous appeler à tout moment, on peut vous attaquer à tout moment, même pour les forces de défense, c'est éprouvant pour les nerfs. Donc il faudrait attendre, on attend un peu, on va attendre ce qui va sortir de la cheminée, de la fumée qui va, la couleur de la cheminée qui sortira du palais de congrès. Du palais de congrès tout à l'heure. Après, chacun pourra apprécier. Mais en attendant, il faut dire que Popi a frappé tout de même un coup qu'on attendait depuis très longtemps en réalité, mais il a frappé peut-être tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme a dit l'un des participants. Il a frappé et on va bien voir ce que ça va donner, non seulement au niveau du retour à la paix dans cette région, mais surtout aussi dans le cœur des Camerounais, de savoir que les choses commencent à changer. Dans tous les cas, on verra ce que ça va donner, la fumée blanche qui sortira du côté du palais de congrès. Elle peut être grise aussi. Oui, dans tous les cas, on attendra, quel que soit ce qui est sûr, ce sera la couleur d'une fumée, qu'elle soit grise ou blanche. Évoquons à présent un autre sujet, la condition des enseignants. Demain, c'est le 5 octobre, Georges Sémé, journée internationale de l'enseignant. Georges Sémé, ces chevaliers, ces gens qui nous ont formés, qui ont formé d'ailleurs toute la société, comment comprendre que jusqu'à aujourd'hui, le métier de l'enseignant n'attire plus grand monde? Ils sont pratiquement largués sur le côté de la route entre misérabilisme, attente de salaire, conditions de travail assez précaires. Est-ce que ça aussi ne devrait pas être un élément important dans le dialogue national? Oui, et plus important, d'autant plus important que vous savez que la crise anglophone est d'abord partie d'une grève des enseignants, des revendications des enseignants anglophones. Et à côté de cela, il y avait d'autres revendications des enseignants en général, du corps des fonctionnaires des enseignants en général, qui mettaient sur la table du gouvernement certaines préoccupations liées à l'application des mesures qui sont contenues dans leur statut particulier, qui date des années 2000, mais malheureusement qui n'est pas appliqué dans toute son entièreté. Et vous l'avez dit, c'est un métier tout à fait noble qui peut-être n'attire plus, comme vous le dites. C'est parce que j'évoquais leur statut particulier qui n'est pas respecté, qui n'est pas appliqué. Mais il y a également les conditions de travail. Et là, je parle des infrastructures qui devraient accueillir ces enseignants. Et on observe aujourd'hui, par exemple, dans les régions septentrionales, qu'ils sont extrêmement mal lotis. Parfois, ils sont obligés soit d'attendre les élèves, ils viennent à l'école, ils attendent les élèves, soit de retrouver les élèves assis à même le sol. C'est assez préoccupant et ça questionne encore la forme de notre État, de la bonne implémentation de la décision de l'État central vers les collectivités territoriales décentralisées ou alors, si vous voulez, vers les régions. Donc c'est une profession noble que nous saluons, ils nous ont formés, ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, mais on aimerait quand même que leur statut particulier soit respecté et que leurs conditions de travail soient améliorées, même si eux-mêmes ne sont pas exempts de tout reproche. Cette journée devrait également les interpeller parce que nous observons dans les établissements scolaires aujourd'hui qu'il y a des pratiques de notes sexuellement transmissibles avec toute la pudeur. Il y a les notes sexuellement transmissibles. La commercialisation des notes. Voilà, et il y a des professeurs qui ont perdu toute autorité parce qu'ils adoptent certaines pratiques qui ne les honorent pas. Donc cette journée devrait être l'occasion pour eux de se remettre en question également, mais également de revendiquer leurs droits auprès du gouvernement.
Camille Nélé, ça fait quand même beaucoup d'années que ces enseignants revendiquent. Est-ce que si quelque chose, qu'est-ce qui coince véritablement pour que non seulement leur statut particulier soit appliqué et qu'on prenne des mesures pour des mesures optimales qui permettraient que l'enseignant s'épanouisse très bien et par conséquent que cela ait un impact assez positif sur la formation de nos enfants? Moi, je pense que tout dépend d'une volonté politique. Il faudrait vraiment qu'en haut, dans le gouvernement, qu'on décide de faire ceci, de faire cela, et les choses vont changer. Mais quand vous voyez un ministre de l'enseignement supérieur qui se gagarise, qui est là depuis 15 ans, et l'enseignement supérieur n'a pas beaucoup avancé, au contraire même. Quand vous voyez au niveau du secondaire, tout ce qu'il y a comme micmac, tout ce qu'il y a comme intrigue, et même jusqu'au niveau de l'enseignement de base, on peut se demander exactement où en est-on avec les enseignants et quelle est l'ambition que ce gouvernement nourrit pour cet enseignement qui en réalité est le gage du devenir des enfants dans ce pays. Et il ne faudrait pas que la fête de demain soit une fête comme ça se passe tout le temps. Défilé avec pagne, avec maintenant quelques mémorandas, quelques revendications lues sur la place publique devant les autorités administratives et puis on attend la prochaine. Non, il faudrait... Et en soirée, on s'en va festoyer, boire. Pendant que dans les campagnes, les maîtres des parents et les enseignants tirent le diable par la queue et se demandent comment faire pour que ça change. En réalité, il y a une question de volonté politique, il y a aussi une question vraiment de volonté individuelle et collective de voir les choses changer. Il faut que ça change vraiment, parce que si ça ne change pas, ça décourage effectivement les jeunes qui ont la vocation d'enseigner, parce que cette vocation, en réalité, elle est perdue, elle se perd de plus en plus aujourd'hui. Il y a des jeunes, il y a 30 ans, 40 ans, qui disaient non, moi je vais devenir enseignant. Leur modèle était d'ailleurs les enseignants. Les enseignants. Et vous savez très bien que l'enseignant, le statut de l'enseignement dans les villages, c'était quelque chose, dans les villes, dans la société, c'est un statut absolument particulier. On a vu le président de la République recevoir son enseignant de l'école primaire. Donc ça veut dire que c'est dire le rôle de l'enseignant pour la société. Mais aujourd'hui, il faut dire que le statut de l'enseignant n'est pas très très reluisant et c'est pour cela que pour la journée de demain plus qu'hier, que les enseignants démontrent leur volonté de voir les choses changer. Ce qui n'est peut-être pas facile, mais il faudrait bien que ça change. Georges Sémé, c'est vrai que ces enseignants revendiquent, les marches sont interdites, au risque de se faire fouetter dessus. Que doivent faire véritablement les enseignants pour que ça change? Les enseignants ont un levier institutionnel qui leur permet de revendiquer leurs droits. C'est la grève. Non, pas la grève. C'est la loi sur le statut particulier. Le statut particulier qui leur permet de revendiquer à l'endroit du gouvernement l'application de leurs droits qui permettraient d'améliorer leurs conditions de travail. Leurs conditions d'abord, leurs conditions en tant que fonctionnaires. Mais également, ils devraient réclamer également qu'ils enseignent dans des infrastructures conformes. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'extrême nord, enfin du septentrion en général, qui pouvait également... Les élèves du secondaire assis à même personne. Qui peut également se vérifier dans d'autres régions du Cameroun où les élèves, ils n'ont pas envie de venir à l'école parce que tout simplement les infrastructures ne sont pas très bonnes. Il pleut sur eux, il y a des microbes partout. Ils préfèrent déserter les salles de classe et le professeur, le maître, quand il arrive, n'a personne en face de lui. Il y a des écoles où il n'y a même pas de toiture. Il n'y a pas de mur. On se fait l'école dans un enclos de paille et ce n'est pas très réalisant pour le Cameroun qui a pourtant les moyens de construire des infrastructures adéquates au profit des enseignants mais également au profit des élèves. Et je pense qu'avec ce dialogue, on espère que des mesures fortes seront prises afin qu'on reluise un peu le blason de l'enseignant, comme vous l'avez dit, est quand même la matrice. Voilà, qui est quand même la matrice du devenir de tout être humain. Et le thème de cette année est très évocateur, les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. Donc ils devraient interpeller et le gouvernement et eux-mêmes les enseignants afin que non seulement on ait des infrastructures adéquates, mais que la condition et le statut de l'enseignant soient améliorés. Qu'on ait de bons enseignants et qu'on ait à la fin de meilleurs élèves. Pour sortir de cette émission, on va parler de cette insécurité dans le Grand Nord, à Blablin, Ghana, un homme qui a été décapité par Boko Haram. Camille Nélé, comment comprendre cette résurgence, même si elle est par petits proches, même si elle est isolée,
de Boko Haram encore sur le territoire camerounais? Il faut la comprendre sous un seul prisme. Ce n'est plus exactement Boko Haram. Vous savez, Boko Haram au début, en 2012-2013, le modus operandi était connu. Ils arrivent, ils mettent à sac tout un village. Avec des bombes, non, ils viennent et puis ils s'en vont. Aujourd'hui, ils ont été fortement combattus et par l'armée camerounaise et à un moment donné, avec le renfort de l'armée nigériane et même des forces internationales. Seulement, aujourd'hui, ce que l'on enregistre, moi je pense que c'est beaucoup plus du grand banditisme, c'est du grand brigandage. Ça nous rappelle l'époque des coupeurs de route, mais en plus grave, parce qu'aujourd'hui, soit on arrive, on décapite les gens, on en enlève d'autres, on demande des rançons. Boko Haram, au début, ne demandait pas des rançons et ce n'est plus le modus operandi. Donc aujourd'hui, l'État, les forces de défense sont confrontées à un phénomène de grand banditisme mouvant, de grand banditisme qui ressemble à une sorte de terrorisme permanent, mais un terrorisme qui est difficile à saisir. Qu'on a fait de coller à Boko Haram. À Boko Haram, c'est certainement commode. Moi, je pense il faut prendre des mesures spéciales, comme le gouvernement les avait prises à un moment donné, quand les coupeurs de route étaient en train de sévir dans l'extrême nord. Le gouvernement avait créé une unité spéciale qu'on appelait le BLI et qui avait été confiée au colonel Pomme avec des moyens spéciaux qui a combattu les coupeurs de route pendant un certain temps et en l'espace d'un an et demi, ce phénomène a été complètement éradiqué. Moi, je pense que dans le Grand Nord aujourd'hui, il faudrait prendre une mesure spéciale face à ce phénomène que l'on colle trop facilement Boko Haram, mais qui est beaucoup plus du grand banditisme avec tout ce qu'il y a comme insécurité, avec tous les transfuges des conflits de Centrafrique et ceux qui viennent de Libye et ceux qui fuient le Nigeria. Alors cette zone est devenue une sorte de zone libre où les desperados viennent, font la loi, tuent les gens et font des kidnappings contre rançon. Vous imaginez que dans une autre localité près de Moura, on a enlevé 2 personnes et il y a une qu'on a gardée et l'autre on l'a relaxée pour qu'il aille dire qu'ils ont besoin de 2 millions de francs. Georges Sémé, un dernier mot. Je crois que le grand banditisme existe à l'extrême nord, mais le terrorisme existe encore, même s'il est devenu résiduel. Donc, je pense que l'armée devrait accentuer les rafles ou les opérations, mais également travailler en bonne intelligence avec les populations qui sont quand même un maillon essentiel en termes de renseignement et de détection ou alors d'infiltration de ces terroristes. La pensée du jour: quand le chameau ne trouve pas sa bosse sur le dos, il cherche autour de lui avant de crier au voleur. Quand le chameau ne trouve pas sa bosse sur le dos, il cherche autour de lui avant de crier voleur. C'est un proverbe touareg. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Retrouvons-nous lundi pour une autre édition. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 minutes qui démarrent dans quelques instants.